Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans les joies de l'éco-construction pour la deuxième partie consacrée au mémoire de recherche de Zhuang Yiyao intitulé « Expérimenter l'éco-construction, les significations contemporaines de la construction ». Yao, c'est son surnom, a soutenu son mémoire de master il y a quelques semaines à l'université Chengkong à Tainan. Cela fait près de 10 ans que lui et sa femme Iris participent à des projets d'éco-construction. Yao, ancien ingénieur en circuit intégré dans une vie antérieure, avait envie de reprendre des études en fac d'architecture pour creuser le sujet de l'éco-construction justement à travers les yeux des participants. À la mi-juillet, après la conférence de Chloé Ando, une jeune architecte qui relie la France et le Japon en vélo, conférence qui s'est déroulée à la Maison Goutte à Taichung, dont les premiers plans ont été conçus par Yao justement, Chloé a pu discuter avec lui sur le contenu de son mémoire, une conversation que j'ai enregistrée pour vous en parler dans cette émission car le sujet est passionnant. Dans le premier volet, mercredi dernier, Yao a expliqué sa démarche, sa méthodologie et il a résumé les conclusions qu'il a pu tirer des résultats de plus de 300 questionnaires remplis par des personnes qui ont une expérience en éco-construction à Taïwan. Il explique notamment en quoi, à travers la pratique de l'éco-construction, les participants peuvent non seulement se relier entre eux et à la nature, mais ils peuvent aussi laisser de côté les masques qu'ils portent, parfois sans s'en rendre compte, dans la société. On reprend le fil de la discussion avec Yao. En définitive, j'ai résumé l'éthique de l'éco-construction à son essence, qui peut se résumer selon 4 axes. Façonner les modes de vie, s'intégrer à la nature, se reconnecter à soi-même et tisser des liens avec autrui. En revanche, si l'on industrialise la construction en matériaux naturels, on perd une partie de ces aspects. Finalement, ces 4 axes sont très différents de ce qui se passe dans la construction industrialisée moderne, la construction dite conventionnelle, dont les objectifs tournent autour de l'efficacité, de la réduction des coûts et de la main-d'œuvre, de la sécurité et parfois de l'esthétique et de la performance énergétique. Dans sa conférence, Chloé a fait remarquer que d'après ce qu'elle avait pu constater durant son périple, dans l'architecture vernaculaire, le temps est un outil. Et c'est quelque chose qu'Yao a aussi ressenti dans ses expériences d'éco-construction. Mais dans la construction conventionnelle, la vision du temps est complètement différente. La construction et l'architecture sont bien souvent devenus des modèles économiques et les habitations des biens immobiliers. Alors que l'éco-construction, c'est un mode de vie et cela comporte de nombreux aspects qui n'existent pas dans la construction conventionnelle. Ma conclusion finale tente de répondre à la question « Quel est le sens de l'éco-construction dans le monde contemporain ?» Je pense qu'il y en a plusieurs. D'abord, cela fait revivre l'essence même de la construction qui tend à disparaître. En ville, la plupart des gens vivent enfermés dans des logements standardisés, ce qui les empêche de s'épanouir pleinement. Il n'existe plus de lien profond entre notre habitation et nous. Le second sens, c'est l'aspect pionnier de l'éco-construction pour aller vers un nouveau mode de vie, axé sur le développement durable et lié à la permaculture. En effet, l'éco-construction peut restaurer les relations entre les individus et avec l'environnement, notamment en ville, comme ici à la Maison Goutte. Ici, les gens disent qu'ils se sentent comme en famille. Ils y passent 3 jours par semaine et ce qu'ils vivent ici est très différent. Enfin, l'éco-construction peut servir de cadre pédagogique, car le meilleur moyen d'apprendre, c'est dans la vie quotidienne. Et le bâtiment fait partie intégrante de notre quotidien. Tout cela explique pourquoi, aux yeux de Yao, il est très important que certaines personnes continuent de pratiquer l'éco-construction en utilisant des matériaux qu'ils récoltent eux-mêmes à proximité, en se basant sur l'entraide, etc. Il ne rejette pas le fait de recourir à des techniques modernes pour faciliter certaines tâches, mais il pense que l'éco-construction, même si elle est aujourd'hui marginale, apporte de nombreuses choses que la construction conventionnelle ne peut apporter et que ce serait dommage de totalement s'en priver.
Lors de leur conversation, Chloé a demandé à Hayao s'il pensait que l'on pouvait construire dans l'esprit de l'éco-construction avec des matériaux issus de l'ingénierie. Il a répondu que l'éco-construction recouvre un grand éventail de pratiques, tout n'est pas forcément 100% naturel et chaque manière de procéder a sa place dans cet éventail. À la maison Goutte, le bambou a été traité avec de l'acide borique. Un toit en inox permet de récolter l'eau de pluie et des outils électriques ont été utilisés. Donc ce n'était pas totalement à l'extrémité de l'éventail. Mais selon Hayao, ce n'est pas facile de garder l'essence de l'éco-construction si l'on utilise trop de matériaux transformés, car ce type de matériaux doit être normé, prédictible et contrôlable, ce qui est très différent du travail avec les matériaux naturels qui relèvent plus d'une forme d'artisanat. Chloé lui a aussi demandé s'il pensait que construire en matériaux naturels était suffisant, parce que pendant son périple, elle a vu certaines architectures en bambou qui étaient complètement déconnectées de la nature, qui ne résonnaient pas avec la culture, l'environnement ou les populations locales. Ce qui l'a amené à penser, de fil en aiguille, qu'utiliser des matériaux naturels n'était pas suffisant pour créer des connexions. Des connexions avec les gens, la culture et la terre qu'elle a vues dans certains lieux où les maisons étaient pourtant en béton. Selon Hayao, cette question permet justement d'explorer les différences entre éco-construction et architecture vernaculaire. Autrefois, les gens construisaient en matériaux naturels, ce qui les reliait entre eux et à la terre, mais ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient utiliser que des matériaux naturels, ce qui est encore le cas de certaines communautés dans des zones reculées. Et la manière dont ils construisent est limitée à des formes spécifiques pour permettre la transmission intergénérationnelle. Parfois, les rôles des hommes, des femmes et des personnes d'âge différents sont aussi bien définis. En revanche, en éco-construction, une pratique ancrée dans le monde contemporain, souligne Hayao, les rôles de chacun ne sont pas prédéfinis. On peut être plus créatif dans le design, et dans ce cadre, utiliser des matériaux naturels, les récolter soi-même parfois, relève d'un choix conscient et demande des efforts et du temps que l'on ne prend pas habituellement aujourd'hui par souci d'efficacité. C'est l'une des grandes différences, d'après lui, entre éco-construction et architecture vernaculaire. Et en ce qui concerne la différence avec l'architecture conventionnelle, eh bien, l'une des particularités de l'éco-construction, c'est qu'elle ne résulte pas de modèles commerciaux et en plus, elle permet de se reconnecter à l'essence même de l'acte de construire. Hayao pense que l'éco-construction ne peut pas et n'a pas besoin de remplacer la construction conventionnelle, mais il est convaincu que ce qu'elle apporte dans le monde actuel mérite d'être préservé. Il devrait y avoir des gens, peut-être pas beaucoup, mais au moins quelques personnes qui continuent à pratiquer l'éco-construction de cette manière, afin de préserver ces choses importantes, surtout dans le monde moderne. C'est comme dans un écosystème, il existe des espèces clés, peu nombreuses, mais qui, en cas de déséquilibre, rétablissent l'équilibre de l'écosystème. C'est un peu comme les gens qui pratiquent la permaculture. L'éco-construction a donc une réelle valeur dans le monde de l'architecture contemporaine. Elle est bénéfique pour l'environnement, pour la société et sur le plan personnel pour les participants. Telle est la conclusion du mémoire de Hayao. D'autre part, selon lui, l'éco-construction montre qu'une approche permaculturelle de l'architecture est possible. Absolument, car l'éco-construction est un élément clé du design en permaculture. De nombreux aspects sont liés à la maison, l'énergie, l'eau, etc. La maison est donc, à mon avis, l'un des éléments centraux en permaculture, et l'éco-construction est un excellent choix pour l'habitat. Chloé lui a demandé si sa recherche pouvait être utilisée comme un outil, c'est-à-dire en sens inverse, en quelque sorte. Pour obtenir tel ou tel résultat, on peut faire telle ou telle action. Et la réponse est oui. Hayao a établi plusieurs modèles pour explorer quelles variables des actions affectaient le plus les variables de résultats en matière d'expérience perçue et de signification intérieure pour en comprendre les mécanismes sous-jacents. En définitive, cela montre que si l'on peut faire entrer les gens en résonance avec les matériaux naturels, qu'on les fait collaborer et s'adapter à l'environnement, il en résulte une connexion à la nature et au lieu, ainsi qu'un épanouissement personnel et un retour à soi.
Si l'on souhaite obtenir ces bienfaits, on peut donc entreprendre consciemment ces actions en amont. Ça peut être utilisé comme un outil. C'est ce qui m'a le plus plu en retournant sur les bancs de la fac. Parce qu'avant, je savais cela intuitivement, de par mon expérience. Mais grâce à cette recherche, je sais maintenant que ces actions sont très importantes et aussi quels effets elles produisent sur les participants. Donc pour mes prochains projets en éco-construction, je vais utiliser ces résultats comme un outil. Je ne vais pas me contenter d'agir inconsciemment comme avant. Sinon, je risquerais d'être affecté par la mentalité dominante. Par exemple, je pourrais commencer à penser que la priorité doit être l'efficacité et oublier la dimension ludique. Ou je pourrais penser que l'équité, ce n'est plus si important, et avoir tendance à exiger des résultats plutôt que de laisser chacun contribuer de la manière qui lui convient et à son rythme. L'équité est une des valeurs de l'éco-construction collaborative. De manière assez naturelle, sur un chantier, les grands ou ceux qui ont assez confiance en eux pour monter sur un échafaudage vont s'occuper des parties hautes, tandis que d'autres, notamment les personnes qui ont le vertige, vont préférer s'occuper des parties basses. Ainsi, les participants ne sont pas sous pression. Ils font en fonction de ce qui leur convient. Autre question de Chloé, est-ce que cette recherche a révélé qu'un ou des éléments qui paraissaient importants aux yeux de Hayao se sont finalement avérés pas si importants que ça aux yeux des 300 personnes interrogées? Eh bien oui, il y en a un, le fait de prendre le temps. C'était quelque chose de très important pour Hayao, faisant partie intégrante de sa vision de l'éco-construction. Mais l'analyse statistique a montré que ce n'était pas aussi important pour les personnes interrogées. Après réflexion, Hayao a toutefois compris qu'il y avait probablement une raison à ce résultat. Le fait qu'une grande partie de la cohorte interrogée avait seulement participé à des ateliers d'éco-construction et pas à des projets sur le temps long. Et quand on participe à un atelier sur quelques jours, on pratique bien sûr de manière plus intense que lors d'un projet de construction au long cours. Malgré tout, ce qu'Hayao a trouvé particulièrement intéressant, c'est que bien que la plupart des personnes interrogées avaient moins d'1 an d'expérience, elles ont toutes ressenti des sentiments très profonds. On n'est donc pas obligé de pratiquer l'éco-construction pendant des mois et des mois pour se sentir changé. En tout cas, Chloé a trouvé très intéressante cette discussion avec Hayao qui est en résonance avec ce qu'elle dit dans sa conférence. Et c'est très chouette en fait parce que du coup on se rend compte qu'à travers des approches différentes, donc lui plutôt académique et recherche quantitative et moi plutôt sur le terrain et on va dire que c'est plutôt une approche qualitative. Finalement on arrive à des conclusions, en tout cas des idées qui sont très très proches. Et voilà, du coup ça c'est une chouette rencontre. Voilà, ça pourrait être chouette d'approfondir les échanges, les discussions à l'avenir. Lors de sa conférence, Chloé a dit beaucoup apprécier que la construction de la Maison Goutte ait permis à plus d'100 de volontaires de se réapproprier l'acte de bâtir. Cela montre qu'un chantier n'est pas exclusivement réservé aux professionnels et qu'il peut aussi devenir un lieu de partage et de joie. Comme elle l'a rappelé dans sa conférence, les murs de la Maison Goutte ne sont pas uniquement bâtis de terre et de chaux, mais aussi de l'énergie collective des bénévoles. Pour revenir à la recherche d'Hayao sur un sujet pionnier dans le monde académique à Taïwan, je lui ai demandé comment sa recherche avait été reçue par les universitaires. Eh bien, avant de reprendre ses études, Hayao s'était dit qu'en effet, ça ne serait pas facile de traiter ce sujet. Il se demandait même si certains professeurs allaient considérer que l'éco-construction n'était pas vraiment de l'architecture. Mais il a eu la chance de tomber sur une directrice de recherche très ouverte, Zhang Heng. Elle a fait une partie de ses études d'architecture et plus précisément en bio-architecture en Allemagne, où elle a habité dans une maison traditionnelle. Elle a tout de suite été très intéressée par le sujet d'Hayao et elle espère que son mémoire pourra être publié et peut-être même traduit. D'après Hayao, les choses commencent à évoluer. En raison de l'objectif de neutralité carbone fixé par le gouvernement d'ici à 2050, les architectes taïwanais s'intéressent de plus en plus aux matériaux naturels. Mais ce sont avant tout les professeurs en aménagement urbain qui s'intéressent à ce type de sujet, car ils comprennent très vite que l'éco-construction et son aspect collaboratif permet de tisser des liens dans les communautés, y compris urbaines, comme à la Maison Goutte, une oasis en pleine ville de Taichung.
Comme Zhang Heng, j'espère que le mémoire de Hayao sera publié à Taïwan et traduit en anglais, et pourquoi pas d'ailleurs en français, et nous ne sommes certainement pas les seuls à espérer cela. Encore merci à Hayao d'avoir partagé ses recherches. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission et je vous dis à bientôt sur Radio Taïwan International.思想起那种野蛮。